Donc, on va parler du Saiga, de la Côte d'Azur aux steppes d'Asie centrale. Donc, ça, c'est la représentation qui a été faite à la grotte de Kosker. Ça, c'est l'animal qui, heureusement, existe encore aujourd'hui au Kazakhstan et en Russie. Je vais un petit peu répéter les Bruegel pour faire le lien entre la période préhistorique et la période moderne. Donc, comme a déjà été dit, il est venu au moins 2 fois en Europe pendant les périodes glaciaires et en particulier pendant le dernier maximum glaciaire, isotope 2, il vient vers le sud-ouest de la France avec un abondance maximum en France entre peut-être 20 et 13 000 ans qui chevauche avec la période magdélénienne. Il a été répertorié dans le Massif central, nord de l'Espagne, Aquitaine et Provence. Et c'est en Aquitaine qu'il a été très important dans l'alimentation des Magdéléniens. Mais il est assez, il figure assez rarement dans l'art. En fait, il y a eu pendant l'époque, à part le Grand Kosker, pendant l'époque magdélénienne, donc il est un peu plus tard, il a été représenté 22 fois de ce qu'on a trouvé. Dans 16 sites, dont 3 fois dans l'art pariétal, à part, je ne compte pas Koskera dedans. Elle est peu présente dans les décomptes de faune chassée. Mais aujourd'hui, sa répartition est toute différente. Il y a les populations au Kazakhstan, Mongolie et en Russie. Et la grande majorité de la population se trouve au Kazakhstan. Elle est essentiellement dans les plaines et elle évite vraiment des régions montagneuses. Alors, si on voit, là, on peut comparer la répartition moderne, donc en rouge, ici, ça c'est l'Eurasie, la Russie, l'Europe de l'Ouest. Donc, en rouge, on trouve la répartition moderne, 3 populations au Kazakhstan, une petite population dans la Kalmykie, qui fait partie de la Fédération russe, et une petite population en Mongolie, c'est Saiga tatarika mongolica. Bon, c'est une sous-espèce, mais très semblable à celui du Kazakhstan et du Russie. Voilà. Et en fait, il y a eu des études sur le régime alimentaire en regardant les isotopes dans les restes qui ont été trouvés. Et il se trouve qu'à l'époque où la saiga était en France, son régime alimentaire était tout différent que celui d'aujourd'hui. Et il a été postulé que, en fait, sa présence en Europe occidentale ne correspondait pas donc à une propagation des conditions de steppe sèche qu'on peut voir aujourd'hui au Kazakhstan, mais à leur capacité du saiga à s'adapter à un régime et un habitat différent. Parce que à l'époque, sa régime alimentaire se chevauchait plus avec celui de la reine, avec l'ingestion des lichens, qui aujourd'hui, pas du tout. Donc, on peut imaginer qu'aujourd'hui, le saiga, si les conditions étaient bonnes ou qu'il y avait moins de dérangements par l'homme, elle pourrait peut-être habiter dans d'autres régions que là où elle se trouve actuellement. Aujourd'hui, les 3 populations les plus importantes sont au Kazakhstan. Il y a la population dite orale, celui du Sturt et celui du Betpak Dala. Et notamment, ce ligne rouge démarque l'étendue de la population jusqu'aux années 90. Et ça s'est vachement rétréci et je vais expliquer les raisons pourquoi tout à l'heure. Les 2 autres populations aussi, ils se sont un peu rétrécis par rapport à l'histoire récente. Alors, l'adaptation à un climat extrême et aux mortalités massives périodiques, la saiga est une espèce migratoire par excellence. Donc, elle passe les hivers dans le sud de chaque aire de répartition, donc chaque aire de population, elle est dans le sud, évidemment en hiver. Et en été, elle va vers les zones steppiques du nord. Donc ça, c'est les zones désertiques. Et ça, c'est les zones plus steppiques. Dans les steppes, c'est plus caractérisé par les espèces de graminécées, les herbes. Et plus au sud, c'est plutôt caractérisé par les arbustes, des petits arbustes, une végétation désertique. Elle a un nez assez extraordinaire. Comme vous voyez, ça c'est mâle en hiver. Et son nez permet de réchauffer l'air froid avant que ça arrive au poumon. Il a un renouvellement extrêmement rapide suite aux événements de mortalité massifs. Donc, les populations, ils connaissent des énormes réductions à certains moments par rapport à différents
événement que je vais expliquer tout à l'heure. Mais ensuite, ils rebondissent très, très vite. Les femelles sont sexuellement matures à 9 mois. Elles produisent régulièrement, presque chaque année, des jumeaux. Et le masse du fœtus à la naissance représente 17% de la masse corporelle maternelle, qui est le plus haut connu entre les ongulés. Donc, ça représente un investissement énorme dans la progéniture. Alors, les fameux facteurs limitant les populations de saigas. Pendant l'époque soviétique, il y avait une gestion durable de cette espèce. C'était géré pour la viande et c'était l'État qui organisait l'exploitation. Il y avait très, très, très peu de braconnage parce que c'était sévèrement réprimé. Donc, à cette époque-là, les facteurs abiotiques, les jutes et les sécheresses étaient les principaux facteurs limitants. Un jute, c'est un type d'hiver très rude avec les conditions très particulières dans lesquelles le saiga n'arrive pas à se nourrir. Et par exemple, en 1972, la population a baissé de 50% à cause d'une période de jute. Aujourd'hui, en Mongolie, il y a aussi régulièrement des jutes. On entend parler, on les voit dans les journaux. Et pendant les années 90, la fin de l'Union soviétique était une période de chaos, marquée par un braconnage par corne. Malheureusement, comme beaucoup d'autres espèces, le corne du saiga est connu en Chine pour ses propriétés médicales. Et pendant cette époque-là, le braconnage était tel que l'espèce a perdu 95% de sa population mondiale. Mais, comme d'habitude, le saiga se remet à chaque fois. Entre 2000 et 2020, le gouvernement kazakh l'a pris en main, la protection de cette espèce, et il y a eu un rétablissement partiel. Mais le braconnage continue un peu et des nouveaux projets d'infrastructure, notamment des chemins de fer, menacent ces voies de migration dans lesquelles le saiga ne peut pas survivre. Alors, en plus de ces problèmes et ces menaces-là, il y a la maladie, en particulier la pastérellose, produit des mortalités extrêmes. Par exemple, en 1984, 88 et 2015, c'est des mortalités d'une ampleur qui est extrêmement difficile à comprendre. Et je vais vous arriver à ce thème à tout à l'heure. Alors, là, on voit l'évolution de la population depuis 1960. On voit là où c'est blanc, c'est parce qu'il n'y a pas les données annuelles. Là, on arrive à, ça c'est les milliers, donc ça c'est 1,2 million dans les années 70, individus. Et ensuite, il y a une chute, un événement d'hiver rude qui fait que la population a chuté. Ensuite, il y a eu d'autres événements de chute. Et là, on voit la fin de l'Union soviétique. On voit l'effet du braconnage. On voit le relèvement, le rebondissement donc, de cette espèce-là. Et là, on voit une mortalité massive en 2015, le pastérellose, qui a tué 88% de la population du Bedpakhtal. C'était la population au centre du Kazakhstan que je vous ai montré tout à l'heure. 200 000 saigas sont morts en 3 semaines. Et là, ils sont morts pendant la période de naissance. Et dans les saigas s'agrègent pendant cette période-là dans les gros groupes, dans les grandes agrégations d'individus pour mettre leurs petits au mois de mai. Et dans ces agrégations-là, il y a eu des dizaines de milliers d'animaux qui sont morts en quelques heures. Alors, la cause, c'est la septicémie hémorragique suite à une réaction de la bactérie commensale, c'est-à-dire une bactérie qui vit déjà en permanence dans l'animal. Cette bactérie s'appelle Pasteurella multocida et il a réagi apparemment aux conditions, un changement de conditions environnementales, un changement d'humidité et température qui fait que la bactérie rentre dans le corps de l'animal et le tue en quelques heures. Et c'est arrivé massivement à ce moment-là. Donc, ce n'est pas la première fois que ça arrive. On connaît 2 autres événements comme ça. Pendant les années 80 et peut-être avant, il y a eu d'autres événements qui ont été étudiés. Donc, dans les traités internationaux, à cause de son immense vulnérabilité au braconnage et aux maladies, événements de mortalité massifs, il est en danger critique sur la liste rouge de l'UICN.
Et selon la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction, donc les CITES qui régulent le commerce des objets en provenance des espèces protégées, il est listé dans l'annexe 2, commerce étroitement contrôlé. Et depuis 2019, heureusement, ils ont décidé de mettre quota zéro sur le commerce des produits de l'espace. Donc, on ne peut plus légalement trafiquer les cornes. Les mesures de protection aujourd'hui comprennent les réserves naturelles, dont le gouvernement kazakh a mis en place les réserves, spécialement pour protéger les zones de reproduction, notamment du saiga. Les équipes anti-braconnage, et il y a une sensibilisation de la population aussi. Donc ça, c'est la photo, c'est une école où ils ont fait venir un artiste pour sensibiliser les enfants que cette espèce est une espèce qui n'existe pas partout dans le monde et que leur pays est particulièrement responsable pour le protéger. Et là, en dernier, je vais vous montrer, comme c'est un colloque d'archéologues et de personnes qui étudient le passé, je suis tombée sur cette information assez récemment. Et ces objets-là s'appellent des aranes, donc c'est vu de l'espace. Et c'est des objets qui sont construits entre 1000 ans avant Jésus-Christ et 800 ans après. Et c'est des objets qui sont énormes. Je ne sais pas si vous voyez la voiture là. Et c'est des espèces de murs qui ont été construits en terre. Et ça, c'est les pièges à saiga. Parce que le saiga, quand elle migre dans des très, très, très grands attroupements. C'est pour ça qu'on appelle cette partie du Kazakhstan le Serengeti de l'Eurasie. Et ils ont construit ces choses-là pour piéger le saiga là-dedans. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce que notamment, il paraît que le saiga en Europe a été chassé individuellement. Enfin, ils n'ont pas fait des tueries massives de saiga en Europe, selon les articles que j'avais lus. Et je trouve ça extrêmement intéressant qu'au Kazakhstan, à cette époque-là, ils avaient conçu ces espèces d'énormes constructions pour piéger la saiga. Voilà. Donc ça, c'est la liste des références dans laquelle il y a les informations dans cette présentation. Et merci beaucoup. Merci.